Il y a aussi la question des échanges des otages. En échange des otages, on parle de 2000 prisonniers palestiniens qui seraient libérés, dont 250 sont des prisonniers à vie. Parmi eux, Marwan Barghouti, par exemple, qui est une figure du Fatah historique. Et pour l'analyse, comme chaque lundi, nous avons le plaisir de recevoir ici Régis Le Sommier, directeur de la rédaction d'Omerta et reporter de guerre. Alors, Régis, aujourd'hui, le sujet qu'on voulait aborder, c'était la question de Trump au Moyen-Orient et de ce qui s'était passé à Gaza ce week-end, parce que on va dire que enfin les choses ont bougé. Oui, enfin les choses ont bougé. Alors ça a été un oui, mais plus vite que de la part du Hamas, mais plus vite qu'on ne l'avait imaginé. Alors c'est que Donald Trump les avait avertis, et ils n'étaient pas les premiers que Donald Trump avertit de comment, si ça se passe pas comme ça, vous aurez les foudres du ciel qui s'abattront sur vous. Il avait donné 4 jours au Hamas pour préparer sa réponse, sinon il laisserait Israël faire ce qu'il doit être fait avec le soutien total des Américains. Alors, on pouvait presque se demander à la fin s'il s'agissait vraiment d'un plan de paix ou d'un ultimatum. Toujours est-il que le Hamas a dit oui. Alors on n'est pas tout à fait clair encore sur les chances d'aboutir à un cessez-le-feu total, à une paix durable. Ce qui est certain, c'est qu'on a avancé, comme vous le dites, dans cette direction et qu'on ne le doit qu'à une seule personne pour le moment, Donald Trump. On peut facilement moquer sa versatilité, ses coups de gueule intempestifs, ses prises de position à rebrousse-poil du commun des mortels parfois, mais on ne saurait lui reprocher d'avoir des idées fixes. Sur Gaza, qui est le dossier peut-être le plus difficile de son mandat, il aura tout essayé. N'oublions pas qu'en janvier dernier, il avait déjà exigé du Hamas la libération de tous les otages le jour de son investiture. Alors, à l'époque, l'organisation terroriste palestinienne en avait libéré quelques-uns, notamment des binationaux américains, pour faire bonne figure, tout en s'en gardant bien de libérer les autres, présentés à juste titre comme les conditions de la survie du groupe. La méthode Trump, jusqu'ici, nous a étonnés puis déroutés, surtout quand, à l'occasion d'une visite de Benjamin Netanyahou à Washington, il proposait devant les yeux médusés de son interlocuteur que les États-Unis prennent possession de l'enclave pour la transformer en une Côte d'Azur. Alors cette obsession de Donald Trump pour l'immobilier de luxe, faut quand même s'interroger. Elle vient de très loin. Elle remonte à ses jeunes années, quand il était promoteur immobilier à New York. Son père lui avait mis le pied à l'étrier et il se mit à bâtir des tours et des casinos avec son nom sur le fronton. C'est cela, il ne faut jamais oublier, qui a conduit Trump là où il est. Il garde une vision du monde où la quintessence du bonheur se niche dans un tapis vert, une quinte flush, une partie de poker avec tout ce qui va autour, les villas, les condos, les piscines, etc. C'est le monde vu depuis un paradis floridien. Trump se fiche des contingences historiques ou culturelles des peuples. Il croit connaître le cœur des hommes pour qui, selon lui, dépenser ou investir son argent est le symbole du bonheur. Face à la misère des Gazaouis, le contraste est évidemment total. Ça ne l'empêche pas de revenir à la charge à chaque fois pour, in fine, imposer cette vision de bâtisseur, en l'occurrence pour Gaza de rebâtisseur. Ainsi, d'un tas de gravats ou d'un millefeuille de béton, il anticipe l'immeuble qui prendra place, le plan d'urbanisme qui va consacrer la Renaissance, et même s'il aime les golfs, qu'il considère comme sa respiration, Trump reste un urbain acharné et un New-Yorkais dans l'âme, une ville d'échafaudage pour qui le temps et l'histoire n'ont aucune importance. Donc il n'est pas étonnant chez Trump si la culture du ou des peuples présents importe peu à ses yeux. Et je vais vous donner 2 exemples. Il a souvent buté pendant les négociations multiples. Il ne comprend pas pourquoi, par exemple, l'Égypte et la Jordanie refusent d'accueillir des Palestiniens de Gaza. Alors que l'Égypte, la première, donc l'Égypte, doivent aux frères musulmans dont le Hamas est l'émanation, l'assassinat de leur président Anwar el-Sadat lui paraît totalement anecdotique. Que la seconde ait eu à livrer contre l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine de Yasser Arafat, qui tenta de renverser la monarchie hachémite lors du Septembre Noir en 1970, tous ces détails historiques lui échappent encore plus. La subtilité des divisions enracinées dans l'histoire du lieu le fatigue, et même si ses conseillers la lui rappellent constamment, il en tient rarement compte,
préférant se fier à son allégorie du bonheur sur Terre, le casino et tout ce qui va autour. En un mot, c'est un Américain, Régis. Oui, c'est un Américain, mais plutôt, je vous dis, un New-Yorkais. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce soit devant Kim Jong-un, lorsqu'il évoque les plages de Corée du Nord comme ayant un fort potentiel pour l'investissement immobilier, les terres conquises par les Russes en Ukraine comme les meilleures, parce qu'elles possèdent une vue sur la mer, ou qu'il décrit le retrait des troupes israéliennes de Gaza en 2005 comme un mauvais deal, parce que cela revenait à laisser au Hamas encore une vue sur la mer, Trump voit le monde comme une terre à construire. Sauf que là, si son plan va au bout, il risque bien d'y parvenir. Les 20 points qu'il a présentés ont encore de nombreuses zones d'ombre, notamment le désarmement du Hamas, la date du retrait des troupes israéliennes, mais la première phase est enclenchée. L'État hébreu se prépare à la libération de ses otages. Les bombardements de Gaza, on ne peut pas dire qu'ils ont complètement cessé, mais ils ont baissé quand même en intensité ce week-end. Trump est, dit-on, obsédé à l'idée de se voir décerner prochainement le prix Nobel, essentiellement parce que son rival Barack Obama l'a eu en début de mandat, sans avoir fait grand-chose, il faut le reconnaître, simplement sur sa bonne mine et son sourire. Cela fait des années que Trump enrage à cause de cela. Cette idée ira-t-elle au bout? Rien n'est encore certain. Simplement, il convient de reconnaître que qu'on l'aime ou qu'on le déteste, l'homme aux cheveux orange se bat comme un diable pour la paix, de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan, au Congo RDC, au Rwanda, de Moscou à Kiev. Chaque jour, il veut forcer la paix. Il est en passe d'y parvenir à Gaza. Souhaitons-lui bonne chance. Le monde en a besoin. Alors oui, tout à fait, mais vous avez merci beaucoup pour cet édito déjà, Régis. Évidemment, là pour le coup, ce qui se passe, c'est que ça fait depuis, vous l'avez rappelé, depuis janvier. Et même avant que Donald Trump parle de nasty war, donc de mauvaise guerre, de guerre méchante presque, qui en fait qu'il trouve sale. En fait, c'est ce qu'on comprend d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'il explique que ce qui se passe à Gaza, il le condamne. Il a d'ailleurs eu des propos assez difficiles envers Netanyahou qui poussait sa chance jusqu'ici. Mais la question qui se pose, c'est évidemment à quel point c'est faisable réellement de mettre en place cette paix. Et déjà la première question qui se pose, c'est est-ce que son idée justement de transformer Gaza en Riviera ou enfin en Côte d'Azur, est-ce qu'il a abandonné ce projet ou pas? Et la paix oui, mais sous quelles conditions? Non, je pense que, in fine, chez Trump, il y a toujours l'idée que quand les immeubles, quand le tas de gravats va se transformer en immeuble, les gens seront plus heureux. Il a sans doute raison dans le fond, mais il oublie au passage, et ça c'est sa particularité, mais il oublie tout ce qui va autour. Maintenant, dans ce plan, il y a quand même des choses. Le Hamas a dit oui, le Hamas est d'accord pour libérer les otages, ce qui est quand même pas oui, ce qui était pas c'est pas rien, oui. voilà. Israël a priori serait OK pour retirer Tsahal, sauf que dans le plan, eh bien, il y a aucune date pour le retrait de Tsahal, il n'y a pas les conditions ensuite du positionnement de l'armée israélienne autour de l'enclave, on ne connaît pas les limites de ce retrait. Tout ça a fait dire d'abord au Hamas que ce plan était conforme à la vision israélienne des choses. Mais en réalité, il a quand même tordu le bras de Netanyahou, il l'a forcé, parce que ça c'était une condition préalable, parce que le négociateur numéro 1 dans cette histoire c'est le Qatar. Et il fallait impérativement qu'il y ait un geste de la part de Netanyahou. Qui avait bombardé, rappelons-le. Oui. Exactement. Et donc ça a été un préambule, c'est-à-dire que Netanyahou a appelé l'émir du Qatar pour s'excuser. Alors les Israéliens disent oui, il s'est excusé pour la mort d'un Qatari, d'un garde du corps qatari, membre de la sécurité, mais pas pour le reste. Bon, certes, mais il a quand même pris son téléphone pour appeler l'émir. Séquence un peu humiliante, on va dire, dont Trump s'est fait un petit peu l'habitude. C'est-à-dire que c'est un peu ce qui s'était passé avec Volodymyr Zelensky, c'est-à-dire qu'il y a une image qui est sortie, publiée par la Maison Blanche, de Donald Trump qui tient le téléphone et Benjamin Netanyahou qui est en train d'appeler l'émir de Qatar. Donc ça fait vraiment encore une séquence d'humiliation et pour rappeler qui est le patron. Tout à fait, mais ça c'était le préambule, parce que Trump le sait très bien, c'est pas la médiation de l'Égypte, de la Jordanie ou de la Turquie qui sont des médiations annexes qui vont obtenir finalement la libération des otages.
c'est le Qatar, parce que déjà le Qatar, faut pas l'oublier, a obtenu par 2 fois la libération d'otages de Gaza, en particulier via l'intermédiaire de Mohamed Al-Thani, qui est le cousin de l'émir, qui lui est très impliqué, ministre de l'Intérieur, et qui est très impliqué dans ces négociations. Donc là, on est dans un Trump, effectivement, qui, ce qui est intéressant chez Trump, c'est cette capacité de revenir à la charge. Moi, je pense que d'ailleurs, sur l'Ukraine, même si l'Amérique se désengage ou prend une place arrière, on va dire, à mon avis, à un moment ou à un autre, il va revenir sur ce dossier. Parce qu'il ne lâche jamais. Et il a toujours l'idée que, et je pense que petit à petit, ce qui s'était au départ, ce qui avait été présenté comme une plaisanterie de sa part, c'est-à-dire d'obtenir le prix Nobel, quelque chose qui a fait son chemin. On sait qu'il a plus ou moins menacé le gouvernement norvégien de représailles s'il n'obtenait pas ce prix. Je crois, mais oui. Enfin bref, il s'est fâché déjà avec le gouvernement norvégien, donc on sent que c'est quelque chose qui l'obsède. Mais tant mieux finalement, c'est pas très très grave si finalement Donald Trump a le prix Nobel. On a l'impression que pour certains c'est tellement aberrant, etc. S'il obtient la paix à Gaza, s'il obtient le retour des otages et la fin de la guerre, ça sera déjà extraordinaire. Et c'est là où je pense qu'il y a eu quelque chose de nouveau ce week-end, c'est qu'on n'est plus tellement dans de la parlotte en disant on a eu des conversations extraordinaires, comme il dit tout le temps. On est arrivé sur du concret et des choses vont bouger. Du concret, oui et non, parce que vous le rappeliez, c'est bête, mais les otages n'ont pas encore été libérés. On ne sait pas dans quelles conditions se fait la paix. On ne sait pas, vous l'avez rappelé, on ne sait pas à quel point Israël se retirera de Gaza. On ne sait pas à quel point Israël prendra des sanctions. On sait pas, parce qu'on sait que on sait pas, la question de la Cisjordanie aussi ne bouge pas. C'est-à-dire que on sait que le ministre Ben Gvir en Israël est quand même pousse la colonisation à marche forcée en Cisjordanie, que l'intention du gouvernement israélien semble être quand même très très engagée dans en tout cas la disparition du territoire palestinien tel qu'on l'entendait jusqu'ici. Alors, j'ai envie de dire, la paix, ça se fait à 2 plus Trump, donc comment est-ce qu'ils vont pouvoir trouver un accord à ce niveau-là ? Non, mais rien que pour la libération des otages, vous êtes dans un amoncellement de ruines tel qu'est Gaza aujourd'hui. Il va falloir pouvoir rassembler ces otages. Le Hamas qui disent d'ailleurs qu'ils avaient perdu des otages, qu'ils ne savaient pas où ils étaient à cause des bombardements d'Israël aussi. Oui, ils avaient dit ça. Mais... Maintenant, je pense que comme ça représente pour le Hamas quelque chose d'extrêmement important, de fondamental même, je pense que le Hamas va se débrouiller pour trouver les otages. Maintenant, il faut les acheminer. Il y a aussi la question, certains sont morts, d'autres sont vivants. Sur la cinquantaine, il y aura une vingtaine d'otages encore en vie. Et il faut pouvoir trouver le canal pour pouvoir les remettre, en sachant que cette fois-ci, je pense que on n'aura pas les mises en scène telles que le Hamas l'a fait, ou peut-être, mais ça m'étonnerait, ou peut-être dans la phase initiale, ce qui rendait hystérique les Israéliens, c'est-à-dire ces démonstrations où on forçait les otages à raconter quelque chose déjà écrit par le Hamas et leur dire que leur geôlier avait été extraordinaire, etc., etc. Donc ça, je pense que ce côté-là, on devrait l'éviter. Ensuite, il y a la question que le Hamas est divisé sur cette libération d'otages. Il y a une division nette, par exemple, entre la branche internationale du Hamas, ceux qui sont à l'étranger, menés par Khaled Meshal, qui sont, on va dire, depuis longtemps à l'étranger, et les nouveaux commandants issus du 7 octobre, c'est-à-dire cette nouvelle... qui remplace les Sinouars, qui remplace ceux qui se sont fait tuer quelque part par Israël. Oui, tout à fait, les brigades Al-Aqsa, des gens comme... Tout ça, c'est des gens qui ont des positions extrêmement dures et qui sont pas très ouverts à la négociation. Donc là, il y a une sorte d'atermoiement. Ensuite, du point de vue israélien, si on prend les choses, il faut que Benjamin Netanyahou fasse valider aussi ça par la Knesset. Il y a son gouvernement qui a dit déjà, pour les membres les plus extrêmes, qu'il s'agissait d'une trahison et que ça mettait en péril l'avenir d'Israël. Vous parlez de Ben Gvir, Smotrich. On est vraiment face à 2 personnages qui aujourd'hui ont une énorme importance. On a vu Smotrich en particulier se mettre en scène avec les participants de la flottille, les insulter, etc. Donc c'est quand même le ministre de la Sécurité intérieure. Et donc là, c'est des gens qui tiennent Netanyahou. Donc ils les tiennent parce que, rappelons-le pour les auditeurs qui peut-être le sauraient pas, mais Benjamin Netanyahou a une majorité qui joue à un siège à la Knesset. C'est-à-dire que c'est 61 de son côté et 60, je crois qu'il y a 121 sièges en tout, il me semble, et donc 121 sièges pour la majorité de Netanyahou et 60
pour l'opposition. Donc ça se joue vraiment à très très peu de choses. C'est à très peu de choses et donc il est tenu et par la prison aussi, c'est ça la question. Ça c'est la question parce qu'une fois que la guerre s'arrête, le processus judiciaire reprend le dessus et effectivement le Premier ministre risque de terminer en prison. C'est une des possibilités, une des fortes possibilités. Donc là voilà, il y a plein de choses. Mais ça, je parle pour revenir, il y a aussi la question parce qu'une fois que la guerre s'arrête, le processus change des otages. On parle de 2000 prisonniers palestiniens qui seraient libérés, dont 250 sont des prisonniers à vie. Parmi eux, Marwan Barghouti, par exemple, qui est une figure du Fatah historique qui pourrait jouer un rôle décisif dans, on va dire, un gouvernement de transition peut-être à Gaza ou une sorte d'avenir de l'État palestinien. Ce que j'allais dire, c'est que c'est la question qui se pose. Il y a 2 semaines maintenant, oui c'est ça, 2 semaines, Donald Trump expliquait qu'il y aurait que l'État palestinien c'était une aberration. Est-ce que l'État palestinien, en fait, il conditionnait à chaque fois la création d'un État palestinien à la disparition du Hamas. Là, il est en train de négocier avec le Hamas. Ça veut dire que théoriquement, il valide son existence. Ça veut dire que concrètement, la création d'un État palestinien, ça devient extrêmement compliqué aussi. Théoriquement, l'avenir de la bande de Gaza ne se fait sans le Hamas, d'après le plan de Donald Trump. Donc, si on valide l'intégralité du plan, ce qui n'est pas encore tout à fait le cas, quand je dis le Hamas a dit oui, mais il y a quand même aussi beaucoup de choses. Il y a le désarmement propre du Hamas et il y a son avenir politique dans la bande de Gaza. Et ça, cet avenir, évidemment, pour Donald Trump, il n'en est pas question. Le Hamas n'a absolument pas répondu sur ces 2 points. Et donc, il a expliqué qu'il n'était pas opposé à ce qui est un gouvernement, on va dire, d'unité, ou en tout cas un gouvernement dans lequel il y aura aussi des figures internationales. Ils ne veulent pas de Tony Blair, mais bon, en tout cas, il y a une sorte d'évolution, on va dire, vers un partage du pouvoir par le Hamas à Gaza, ce qui est quand même intéressant. Mais le Hamas n'admet pas sa propre disparition. Oui. Il va pas se fondre dans la foule en rendant ses armes. Et là, on est face à on va dire un des principaux écueils, avec symétriquement la question du retrait de Tsahal de la bande de Gaza et de son placement futur par rapport à l'enclave où l'armée israélienne va-t-elle se situer. Et exactement. Et quelque part, est-ce que Gaza existera toujours en tant que, en tout cas, la bande de Gaza existera toujours en tant que territoire plus ou moins palestinien, c'est la question qui se pose. Mais au-delà de ça, il y a même une autre problématique qui risque d'arriver, c'est que on regarde par exemple ce qui avait été expliqué par une certaine presse américaine, il me semble que c'était une enquête du Wall Street Journal, qui expliquait que Benjamin Netanyahou, c'est depuis le 7 octobre, s'était mis à financer aussi des mafias locales à l'intérieur de la bande de Gaza, qui pour certaines étaient affiliées en plus à l'État islamique. On sent qu'il va y avoir, certes, en fait, même dans le cas où il y aurait une dissolution du Hamas, il y aurait dans tous les cas, en fait, l'idée du terrorisme palestinien n'est pas du tout morte pour autant, et on sent que si la population y serait sans doute opposée pour des raisons de volonté de survie, on sent que Israël s'est créé un ennemi pour 1000 ans encore. Ben ça, c'est certain, hein. De toute façon, effectivement, le terrorisme palestinien, c'est pas nouveau. Il existait avant sous une forme marxisante ou laïque avec l'OLP. Aujourd'hui, il est sur une forme radicale islamiste. Maintenant, sur la question de manipuler des groupes à l'intérieur de la bande de Gaza, c'est pas nouveau non plus. Israël le fait depuis des années. Et quelque part, d'ailleurs, le Hamas est lui-même une résultante d'une manipulation politique orchestrée par Netanyahou. Hein. Je suis désolé, c'est Rima Hassan qui le dit, mais qui le répète, mais c'est pas entièrement faux. Au départ, il y a bien un financement du Hamas par le Qatar. Justement contre l'OLP. Alors, Netanyahou dit c'est pour des raisons humanitaires. Bon, voilà. Maintenant, le Hamas a fait sa légitimité pour justement et monter de façon à concurrencer le Fatah, dont il a éliminé physiquement des centaines de représentants au moment où il a pris le pouvoir en 2006 à Gaza. Donc le Hamas est lui-même la résultante d'une manipulation, et on sait que Shar Yassin avait des liens avec le Mossad, donc qui est son fondateur. Donc c'est des gens qui ont passé beaucoup de temps dans les prisons israéliennes aussi.
aussi, qui ont été libérés d'ailleurs contre des otages à divers moments, Yahya Sinwar également. Et donc, pour ce qui est du terrorisme palestinien, eh bien, oui, les Israéliens essayent depuis très longtemps, quand Daesh a émergé de façon très forte sur la scène internationale en 2016-2017 avec la conquête de Mossoul et autres. Déjà à l'époque, Daesh avait une antenne à Gaza qui a été éliminée par le Hamas. C'est-à-dire que le Hamas avait vu cette concurrence arriver et l'avait éliminée. Maintenant que les Israéliens essayent de manipuler ces groupes pour arriver à diminuer le pouvoir du Hamas, c'est tout à fait possible et c'est probablement ce qu'ils font. Oui. Et on sait que quelles conséquences ça peut avoir aussi. On peut reprendre même l'exemple d'Al-Qaïda qui avait été financé par les États-Unis pour se retourner finalement contre eux. On sait que c'est un phénomène qui peut se reproduire. Et alors concrètement, la question de Gaza évidemment se pose, mais il y a aussi celle de la Cisjordanie. Ou alors là, est-ce que selon ce que vous voyez, Régis Le Sommier, vous sentez une probabilité d'un arrêt de la colonisation à marche forcée qui se réalise depuis le 7 octobre, où il y a un excellent article du Figaro, d'ailleurs je vous invite à le lire, chers auditeurs, qui explique justement tous les développements de cette colonisation de la Cisjordanie. Est-ce que pour vous, il y a une probabilité pour que enfin ça s'arrête ou ça Alors, il y a des choix qui vont devoir être faits par Israël, je pense, dans les mois qui viennent, qui est la question, et je pense que Donald Trump va jouer là-dessus. Ça sera une seconde étape. Après, en plus, si les accords sont conclus et si le plan se met en place, ça va être long, hein, mais en tout cas, on est dans la bonne direction, et donc Trump va pouvoir s'appuyer sur cette victoire pour pouvoir imposer des choses dans la région, mais pas uniquement à Israël et dans la région. C'est-à-dire à Israël et aux pays arabes. Et je pense que Trump n'en démordra pas, c'est son côté obstiné c'est-à-dire que sa création, qui sont les accords d'Abraham, il va vouloir les étendre et faire que la reconnaissance de l'État d'Israël par les pays arabes en échange d'une sécurité américaine, on a vu qui a été ébréchée quand les Israéliens ont décidé de frapper dans le centre-ville de Doha récemment. Là, Donald Trump va vouloir faire pression pour étendre ces accords, en tout cas déjà les redémarrer. Et la question de la Cisjordanie ne peut pas, c'est-à-dire que si Israël annexe la Cisjordanie, ce sera un casus belli pour la Ligue arabe et pour l'ensemble des pays musulmans. C'est-à-dire qu'ils considéreront, qui ont déjà prévenu que ce serait le cas. Hein, bien sûr, ils considéreront que déjà le traitement, ce qui se passe à Gaza en ce moment, plus une possible annexion de la Cisjordanie, fera qu'il n'y aura pas de reconnaissance de l'État israélien par les autres pays arabes, ni de projet de développement, on va dire, pacifique dans la région, et ça c'est ce que Trump souhaite. Donc je pense que la question de la Cisjordanie va revenir sur la table après quand l'affaire de Gaza sera terminée, si tant est qu'elle est terminée, parce que je vous dis encore, et on vient de l'expliquer pendant une demi-heure, que c'est quand même encore beaucoup d'incertitudes, beaucoup de zones d'ombre dans cette histoire, mais on ne sait jamais, et dans ce cas-là, Donald Trump, je vois pas ce qui pourrait l'empêcher d'avoir le prix Nobel, rien qu'avec ça. Je parle pas de l'Ukraine, hein, parce que là, l'Ukraine, visiblement, il a compris qu'il n'y avait pas beaucoup d'espoir, mais en tout cas, si Donald Trump parvient à pacifier la région, et en tout cas à résoudre ce problème, il sera largement au-dessus de Clinton, au-dessus de tous ceux qui ont mis beaucoup d'énergie pour essayer de résoudre le conflit israélo-palestinien, et on pourra lui tirer notre chapeau. Voilà. En tout cas, espérons que au moins il y arrive. Donc, j'ai envie de dire, le prix Nobel, ça reste une question, on va dire, secondaire, qui regarde plutôt Donald Trump que nous. Mais en tout cas, c'est vrai que sur la question de la paix, on espère qu'elle arrive. D'un autre côté, ce qui est aussi peut-être un élément de négociation pour les Israéliens, ce sera l'occupation du Sud-Liban et aussi l'interventionnisme israélien en Syrie. Où là, on sait que, par exemple, les Israéliens n'avaient pas hésité à frapper Damas
et le gouvernement donc de Mohamed Al-Shara il y a quelques mois. On sait aussi que le sud Liban est toujours occupé par Israël qui dit vouloir lutter contre le Hezbollah qui est présent là-bas, ce qui arrange d'ailleurs pas forcément le gouvernement libanais parce que il y a une sorte de jeu de dupes là-dedans où les Libanais expliquent que c'est parce que Israël est sur le territoire libanais que le Hezbollah reste armé, et Israël qui explique que c'est parce que le Hezbollah est armé qu'ils doivent rester sur le territoire. Oui. Donc est-ce que ça peut pas être des éléments de négociation aussi ? Écoutez, moi je pense que ce qui se passe avec la Syrie peut se résumer en une image. Beaucoup de diplomates quittant la salle pendant l'intervention de Benjamin Netanyahou à l'Assemblée générale de l'ONU en septembre, et puis Ahmed Al-Shara, ancien membre d'Al-Qaïda et de Daesh, restant à écouter le Premier ministre israélien. Je pense que là, on a le bon petit soldat qui a bien compris son rôle. Alors maintenant, après, il va devoir se débrouiller avec ces éléments extrêmes qui lui ont permis de conquérir le pouvoir. Fine, effectivement. Mais donc là, le fait qu'il fasse, il écoute ce discours alors que on va dire les 2 tiers de la salle sont partis. Je pense qu'il y a un message très clair et une volonté d'abord de coexister pacifiquement avec Israël et de ne pas poser de problème. Vous savez, la question du renversement du gouvernement de Bachar el-Assad, si on édulcore tous les problèmes internes et la longue guerre qui a eu lieu, Israël s'en est servi surtout pour pouvoir libérer ce couloir aérien et pouvoir aller frapper l'Iran à sa guise. C'était quand même surtout ça et détruire le potentiel militaire syrien qui était quand même relativement considérable. Souvenez-vous, au moment de la chute de Bachar el-Assad, pendant 2 jours, l'aviation israélienne a bombardé des objectifs militaires et même le port de Latakia, détruisant tout ce qui leur posait problème jusqu'alors. Donc là, aujourd'hui, ils ont un allié. On sent une alliance avec les Druzes de Syrie qui étaient à l'origine pas forcément des alliés, mais maintenant... il y a les Druzes il y a des Druzes sur le territoire israélien. Oui, les Druzes israéliens. Et donc les Druzes qui sont une sorte d'entité internationale. D'ailleurs, des Druzes israéliens ont voulu aller combattre en Syrie pour défendre leurs frères contre les attaques d'HTC et donc des hommes d'Ahmed Al-Shara. Donc là, il y a toujours une sorte de paix armée entre le gouvernement syrien et sa minorité druze. Il y a toujours des exactions avec les Alaouites. Les chrétiens restent menacés. Donc on reste quand même dans un équilibre très précaire pour la Syrie. Et je vous dis, Ahmed Al-Shara, qui lui est aussi menacé par ses extrémistes, ses propres extrémistes il a quand même échappé déjà à 2 tentatives d'assassinat. Donc tout ça n'est pas encore clair, mais les États-Unis, la communauté internationale et Israël ont décidé de miser sur lui en disant que ça sera un élément de stabilité qui ne va pas nous poser de problème. Après, il y a la question de la Turquie aussi dans la région. Et vous l'avez dit, pour ce qui est du Liban, le désarmement du Hezbollah qui est annoncé toutes les semaines à grand renfort de publicité par le nouveau gouvernement, disant que l'armée libanaise va s'en charger. Moi, je demande à voir. Pour le moment, ce n'est pas fait. Et effectivement, vous l'avez dit, l'armée israélienne est toujours présente au sud Liban, dans certaines zones, parce qu'il y a des zones qu'elle n'a pas conquises. Mais voilà, le potentiel militaire du Hezbollah a été réduit, mais il est toujours présent aussi. Donc tout ça, fait que rien n'est complètement réglé et que aujourd'hui, il y a encore plein d'incertitudes qui planent. Maintenant, l'objectif numéro 1, c'était la paix à Gaza. Si la paix à Gaza intervient, je pense qu'on peut avoir une physionomie de la région, grâce à Trump, j'insiste, qui pourrait changer et qui pourrait s'apaiser, en tout cas, dans les mois et les années qui viennent. Et pour l'instant, en tout cas, c'est guère que les prémices d'un cessez-le-feu, mais on souhaite effectivement que ça arrive, et peut-être que la semaine prochaine, on pourra aussi évoquer à nouveau ce sujet-là, si jamais il y a eu des avancées, ce qu'on espère. En tout cas, merci beaucoup, Régis Sommier, pour votre analyse. Merci, Alexandre.